Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Prêt à tout pour payer sa dette. Il n'est pas commun d'avoir un saint comme grand personnage dans sa famille. C'est le cas de Philippe le Bel, qui descend d'un saint, Saint Louis. Il n'est pas courant non plus qu'un roi soit accusé d'être un faux monnayeur. D'autant que le supplice offert à ceux qui s'adonnent à ce crime n'est pas des plus réjouissants. Le faux monnayeur est ébouillanté. Vite, préparons les fagots, les bûches, beaucoup d'eau aussi. Commençons à faire chauffer la marmite. Il n'est pas impossible qu'en fin d'émission, nous allons faire bouillir un roi. Donnez-moi telle monnaie, je vous ferai tels impôts. Donnez-moi tels impôts, je vous ferai telle monnaie. Le roi Philippe IV. C'est le pourquoi des crises que nous connaissons. La raison principale. Voilà, c'est la raison principale et on va essayer aujourd'hui d'y comprendre quelque chose à ces accusations, notamment vers Philippe le Bel. Un roi faux monnayeur. Bonjour Julie Claus. Bonjour, Xavier Mauduit. Vous êtes professeur d'histoire médiévale à l'université Paris-Cité. C'est pas rien quand même d'accuser un souverain de faux monnayage. Bonjour Marc Monpère. Bonjour. Vous êtes historien, numismate, directeur de recherche au CNRS et directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Et avec vous deux, on va essayer d'y voir clair. Déjà, on peut rappeler la période qui nous intéresse avec Philippe le Bel. Nous sommes sur un souverain ici qui arrive au pouvoir avec quel état des finances quand Philippe le Bel arrive au pouvoir? On est en 1285, on est à un moment particulier, Marc Monpère. Eh bien, Philippe III, son père, meurt pendant ce qu'on appelle la croisade d'Aragon, c'est-à-dire qu'il y a une expédition militaire pour installer sur le trône d'Aragon un fils aîné, un fils du roi de France, et cette expédition a été financée par l'argent de l'Église et par la croisade. Donc cette expédition a coûté fort cher. On a des évaluations assez précises que sur 1 200 000 livres, enfin ça ne vous dit peut-être pas grand-chose de cette façon-là, et il y a eu pour financer également des emprunts que Philippe le Bel s'est efforcé de rembourser ensuite, ce qui n'est pas si fréquent. Oui. Surtout connaissant la suite du personnage. Oui, parce qu'on peut dire qu'il est héritier des dettes de ses prédécesseurs. Il est hérité des dettes de son père, mais je crois d'ailleurs que toutes les dettes de la croisade d'Aragon ne sont pas payées à la fin du règne. Il en reste encore un petit peu à la fin du règne de Philippe le Bel. C'est vrai que il a vidé les caisses. Enfin, son père a vidé les caisses avec la croisade d'Aragon. Et effectivement, le titre de croisade était fort commode, ce qui permettait de ponctionner les biens d'église, de financer la guerre du roi avec les décimes prises sur les biens ecclésiastiques. Donc ça aussi, c'est une thématique qui va beaucoup se développer sous Philippe le Bel, mais on voit que son père en a déjà usé. Simplement, le règne de son père est plus court. Oui, parce qu'on parle de son père, mais alors si on remonte un petit peu dans la généalogie, il y a le grand-père dans cette histoire-là. Là aussi, des dettes ? Alors, lui aussi avait pu bénéficier 2 fois 3 ans des décimes, des impôts sur les clercs et l'Église, qui lui avaient permis de financer à peu près sa croisade, mais il avait aussi fait appel, notamment quand il a été fait prisonnier. Un vaste mouvement populaire a fait que les villes ont donné et se sont endettées, de bon gré et mal gré. On ne le sait peut-être pas de façon détaillée, mais donc il y a eu un appel financier qui était sans rapport avec les revenus habituels, ce qu'on appelle les revenus ordinaires du domaine royal. Donc il y a eu vraiment des désendettements, mais qui là aussi ont pu être financés. Ce grand-père, c'est Louis IX, c'est Saint Louis. Saint Louis, grand dépensier ? Julie Claustre. Grand dépensier, je ne pense pas qu'on puisse dire ça de Saint-Louis, même s'il a fait faire des travaux au palais de la cité. C'est pas tellement l'image qu'on a de Saint-Louis. Il y a effectivement ces croisades. Grand dépensier, je crois que par rapport à son petit-fils, on est loin du compte. Mais... Quand même, mais il a acheté des choses qui coûtaient très très cher. Oui, c'est vrai. Les sentiments de Saint-Louis devant la couronne d'épines ont dû être d'une intensité extraordinaire. D'une intensité extraordinaire parce que ça réunit et ça fait culminer un certain nombre de pulsions fondamentales en Saint-Louis. D'abord, dans ce culte des reliques, c'est la relique des reliques. Pour un chrétien, il n'y a pas mieux. Je suis persuadé qu'il y a un petit quelque chose de la satisfaction d'avoir fait un bon coup.
Parce que avoir acquis cette relique qui était chez les Byzantins, qui avait été déposée auprès de marchands vénitiens qui avaient prêté de l'argent à l'empereur de Byzance et qui était convoité, etc., l'a raflé, je dirais, au nez et à la barbe du reste de la chrétienté, c'était un coup. Et puis, deux choses encore. D'abord, c'est la couronne qui a touché le Christ. Et ça, le Christ, c'est la forme incarnée de la divinité pour Saint-Louis. Et il y a encore autre chose. C'est que toute faite d'épines qu'elle soit, c'est une couronne. C'est-à-dire qu'elle renforce encore l'image du pouvoir monarchique. Toujours un plaisir d'entendre et de réentendre Jacques Le Goff qui évoque Saint-Louis, la couronne d'épines. Alors oui, pas dépensier, mais enfin, il y a les reliques achetées, croisades, la Sainte-Chapelle. Il y a des dépenses royales tout de même, hein, Julie Claus. Il y a des dépenses royales. Après, on peut considérer aussi que c'est un héritage assez extraordinaire pour ses successeurs. La Sainte-Chapelle, la couronne d'épines, c'est un surcroît de sacralité pour le pouvoir monarchique en France. Donc voilà, on peut peut-être mettre dans la balance. Oui, non, mais voilà, pas pas de critique sur les dépenses parce que c'est vrai qu'elles enrichissent le patrimoine. Et ça permet également une diplomatie du don d'épines, de la couronne d'épines, enfin qui vaut bien des dépenses financières pour acquérir des alliances. Et alors je me permettrai une petite observation de numismate. Saint-Louis a créé une grosse monnaie d'argent, et sur le tour de laquelle on voit 12 lys qui font la bordure extérieure de cette pièce, et certains contemporains ont appelé ces pièces des épines, parce qu'ils y ont vu ce sont des lys, mais ça pouvait évoquer aussi une couronne de lys, sinon d'épines, mais certains contemporains ont employé ce terme pour désigner cette pièce. Une réforme financière, monétaire en tout cas, du temps de Saint-Louis. Quel est son objectif? C'est quoi ces grosses pièces créées par Saint-Louis? Alors, est-ce que je remonterai jusqu'à Charlemagne? Allez-y, n'hésitez pas. Voilà, qui a instauré en Occident le denier d'argent, qui était à l'époque une pièce d'argent d'1,80 gramme, donc de bon argent, et qui a été la seule pièce frappée pendant tout le Moyen-Âge, jusqu'à Saint-Louis, en France en tout cas. C'est-à-dire qu'il n'y avait qu'une pièce et qui était de l'argent. Et avec l'évolution des siècles, ces deniers frappés par Charlemagne sont devenus des pièces qui contenaient de moins en moins d'argent. Et à commencer par l'Italie au début du XIIIe siècle, on a voulu recréer des pièces d'argent pur et de plus forte valeur, plutôt que d'avoir à manier des dizaines, des centaines, des milliers ou des centaines de milliers de petites pièces. Et c'est ainsi que sont apparus des gros d'argent, d'abord à Venise, puis dans des villes italiennes, et en France, c'est Saint-Louis qui a créé une grosse pièce d'argent qui pesait cette fois plus de 4 grammes d'argent pur et qui valait 12 des deniers qui circulait à cette époque dans le royaume. Donc 12 deniers, c'est un sou, c'était à la fois une valeur symbolique dans l'étalon monétaire. Et cette monnaie a eu un énorme succès parce que c'était une pièce lourde qui permettait de la thésaurisation, des transactions à longue distance sans avoir des masses trop énormes à transporter. Voilà, donc ça a été une réforme importante. Et le gros tournoi, c'est ainsi qu'on l'appelle, puisque la monnaie de France, c'était celle de Tours, c'était le denier tournoi de Tours, installé par le grand-père de Saint-Louis, cette fois Philippe Auguste, après la conquête des domaines plantagenets, et qui avait repris pour son compte le monnayage de Tours pour en faire le monnayage royal. Voilà donc la réforme du gros tournoi de Saint-Louis en 1266, très précisément, et qui s'est aussi accompagnée avec la reprise d'un monnayage d'une pièce d'or qui n'avait plus été, alors que l'or n'avait plus été frappé depuis Charlemagne, voire même avant. Ah oui, c'est-à-dire que l'or était un peu oublié comme monnaie, et on va retrouver dans ce XIIIe siècle le retour de ces deux métaux, l'argent et l'or. Voilà, sous forme de pièces de métal pur ou quasiment. Comment s'appellent ces pièces d'or ? Alors ce sont ce
qu'on appelle les écus d'or de Saint-Louis, puisqu'il représente l'écu aux fleurs de lys. C'est une pièce qui, elle, n'a pas eu le même succès que le gros tournoi de Saint-Louis, puisque, pour tout vous avouer, je crois qu'on en connaît actuellement 6 exemplaires, alors qu'on connaît quand même des dizaines de milliers de gros tournois encore aujourd'hui dans les collections et les trésors monétaires. Et à l'époque, la principale pièce d'or, c'était le florin de Florence, qui a été la monnaie d'or par excellence du XIIIe, du XIVe, et encore du XVe siècle, sous le nom de florin ou de ducat, puisque Venise a frappé des pièces d'or qui étaient les mêmes qualité et quantité de métal que celle de Florence. Avec toute une question de l'utilisation d'un vocabulaire contemporain pour réfléchir à ces époques du Moyen-Âge, est-ce que ça a une signification de parler d'endettement royal, de la dette royale, Julie Claustre ? On peut effectivement parler d'endettement royal. Ce qui est plus compliqué, c'est de comparer dette publique de l'époque et dette publique contemporaine, parce que aujourd'hui les États, pour financer leur endettement récurrent, ils émettent des titres de dette qui sont achetés sur des marchés de la dette publique. Bon, on n'en est pas là à la fin du XIIIe siècle, ni même au début du XIVe siècle. C'est-à-dire que les émissions, ça va commencer à être conçu d'abord en Flandre au XVe siècle, mais on n'en est pas encore là pour le financement des dettes royales, ni même en Angleterre à cette époque. Donc il faut faire attention à ça. Ils n'ont pas la même façon de financer leurs problèmes financiers. Cela dit, ils sont bel et bien en but à des problèmes financiers et à des décalages entre les revenus et puis les dépenses extraordinaires, dépenses militaires en particulier, même si elles deviennent de moins en moins extraordinaires, de plus en plus récurrentes. Donc ils ont des problèmes de dette à régler, mais pas de la même manière, évidemment, que celle qui s'est instituée beaucoup plus tard dans les siècles. Et ce sont ces problèmes que rencontre le roi Philippe le Bel, qui monte sur le trône en 1285. Petite présentation de la famille. L'époque, XIVe siècle. Le lieu, la France. Le roi, Philippe IV. La France est alors le plus puissant des royaumes d'Occident. Le roi a une réputation de beauté légendaire qui s'accole à son nom. Il restera Philippe. Film et ce livre, avant tout, qui a donné tant et tant d'envie à tant et tant de personnes de faire de l'histoire. Ici, Marc Bompère, nous évoquions le danger d'évoquer une dette royale avec des mots contemporains pour parler de ce règne de Philippe le Bel. Pareil, la question se pose, qui frappe la monnaie ? Nous voyons un peu comment ça se passe avec un monopole d'État. Qui frappe la monnaie à ce temps-là ? En ce temps-là, il y a dans le royaume de France une quarantaine de barons et de prélats, donc d'autorités laïques ecclésiastiques, des ducs, des comtes, qui frappent monnaie à côté du roi. Mais depuis Philippe Auguste et Louis IX, la part de la monnaie royale est vraiment prépondérante dans la circulation monétaire et beaucoup des monnayages locaux s'inspirent de la monnaie royale, essaient d'être fondés sur le même étalon, c'est-à-dire la même quantité de métal dans leurs pièces pour pouvoir circuler avec la monnaie royale. Donc le roi n'est pas entièrement maître du monnayage, il reconnaît le droit de monnayer à des barons, mais à l'époque de Philippe le Bel et déjà sous Saint-Louis, la liberté d'action de ces barons et prélats est étroitement limitée, et Philippe le Bel n'hésite pas à 3 reprises au moins à suspendre toute l'activité des ateliers monétaires, puis à envoyer des commissaires pour vérifier la qualité du monnayage frappé dans chacun de ces ateliers et interdire à ces monnayages des barons d'innover. Et donc, ils ne doivent frapper que les monnaies traditionnelles, ce qui peut avoir une certaine efficacité quand il s'agit soit de Philippe, fils du roi de France, comme comte de Poitiers. Là, il se soumet volontiers aux directives paternelles peut-être, mais pour le duc de Bretagne, le comte de Flandre ou le duc d'Aquitaine, roi d'Angleterre, c'est un petit peu différent.
Ah oui, c'est plus complexe, il y a cette rivalité, on l'entend bien. Les monnaies circulent beaucoup, c'est aussi une réflexion sur l'économie monétaire. L'utilisation d'une pièce nationale, c'est pas comme ça qu'on doit concevoir la circulation des monnaies, Julie Claustre ? Non, là, effectivement, on utilise, la monétarisation est très profonde à cette époque. Donc tout le monde utilise des monnaies. Il y a les monnaies d'argent. Les monnaies d'or ne servent qu'à des transactions vraiment très très spécifiques, très importantes. C'est les monnaies d'argent dont Marc Bompère a parlé tout à l'heure qu'on utilise. Et puis des monnaies de moins bonne qualité, les monnaies de billon pour des transactions plus modestes encore. Et non. Effectivement, il n'y a pas d'idée de monnaie nationale. En revanche, il y a effectivement cette offensive qui date du XIIIe siècle, offensive royale, pour réduire les monnayages baroniaux, les monnayages épiscopaux ou des ducs et des comtes, et pour imposer la prééminence des monnaies royales dans la circulation. Et c'est vrai que Saint-Louis a déjà franchi, je dirais, par ses ordonnances successives, à réaliser peut-être l'essentiel du travail en la matière, que là, Philippe le Bel poursuit en réalité. Mais il agit en matière monétaire, comme il agit en matière fiscale, comme il agit en matière au sujet en matière judiciaire aussi, pour imposer ses prérogatives. Voilà. Mais on voit bien un renforcement du pouvoir royal en ce qui concerne la monnaie. Oui, et c'est vrai que Saint-Louis aussi est le premier roi à avoir promulguer des ordonnances monétaires valables dans tout le royaume et pas seulement sur les terres du domaine royal. C'est-à-dire que dès Saint-Louis, c'est un des premiers domaines d'action, la monnaie, où le roi se considère comme souverain du royaume. Et ça n'a pas été contredit, et donc le pouvoir royal est très affirmé là-dessus. Et quant à la monétarisation, on peut évoquer que les quantités de pièces frappées au XIIIe siècle, à l'époque de Saint-Louis et de Philippe le Bel, sont énormes. Un petit atelier monétaire, je ne sais pas si vous connaissez Montreuil-Bonin, à une vingtaine de kilomètres de Poitiers, qui était l'atelier du comte de Poitiers, frappait 10 à 20 millions de pièces par an. Ah oui, donc ce sont des tonnes de métaux précieux. Voilà. Et on a pu dire, pour l'Angleterre, où les comptes sont mieux conservés, qu'il y avait en 1300 autant de monnaies d'argent en circulation qu'à l'époque de Victoria. Ah oui, d'accord. Donc il y a beaucoup d'argent qui circule, mais ces pièces, il faut les frapper. On entend à vous écouter comment on assiste à une évolution, une mutation du pouvoir royal. Bon, très bien, il est question de mutation avec les monnaies aussi. La mutation rapporte beaucoup de gains en peu de temps, et elle est facile à collecter, à répartir ou à signer, sans qu'il soit nécessaire d'y affecter beaucoup de monde, sans possibilité de fraude de la part des collecteurs et avec des frais modiques. On ne peut d'ailleurs en imaginer de plus équitable, de plus proportionnel, car en règle générale, celui qui a le plus de moyens y contribue le plus, et elle est, de par son montant, moins perceptible ou sensible, et donc mieux supportable, sans risque de rébellion et sans mécontentement populaire. Elle est de plus tout à fait générale, car ni le clerc ni le noble ne s'en peuvent exempter par privilège ou autrement, comme beaucoup veulent le faire des autres contributions. Raphaël Laloum qui lisait cet extrait du traité des monnaies, un traité du XIVe siècle, milieu XIVe siècle de Nicolas Oresme, avec toute une réflexion à avoir sur qui frappe monnaie, comment ça se passe. Parce que très bien, le roi a envie que l'on utilise ces monnaies, ou en tout cas limiter la diffusion de monnaies de ses barons ou d'autres seigneurs. Ça, c'est une chose. Mais après, il faut les frapper, ces monnaies. Comment ça se passe? Alors, déjà, il faut du métal. Donc, moi, ça y est, j'arrive avec un stock d'argent, un peu moins d'or, et ensuite... Et ensuite, c'est le travail des ateliers monétaires. Donc, j'évoquais le cas de cet atelier de Montreuil-Bonin pour lequel on a un certain nombre d'archives sur sa production, et ce qui signifie que un atelier monétaire, ce sont d'abord des personnes qui fondent les métaux, qui font les alliages. Ensuite, ce sont des personnes qui découpent des lingots de métal en morceaux de métal de poids réguliers.
et les arrondissent pour leur donner une forme régulière, et enfin de personnes qui frappent la monnaie, c'est-à-dire avec quelques coups de marteau entre deux matrices gravées en creux, impriment par emboutissage le type gravé en creux sur les coins monétaires pour en faire transformer ce lingot de métal qu'on appelait le flanc en monnaie ayant cours et devant être reçue. Et tout ça, ça représente beaucoup de monde, et on peut reconnaître avec l'affirmation de Froissart, quand la ville de Montreuil-Bonin a été détruite et prise par les Anglais au milieu du XIVe siècle, qu'il y avait là 200 ou 300 monnayeurs qui ont défendu ce château de Montreuil-Bonin et qui ont péri à cette occasion. Et ce sont des effectifs tout à fait vraisemblables et que l'on peut reconstituer pour des ateliers monétaires de cette période. Donc ce sont vraiment de grosses, je dirais pas entreprises, mais fabriques. Et ils dépendent de qui on parle. Alors moi, je vais profiter de votre présence à vous deux, Marc Bompère et Julie Close, pour comprendre ce qu'est le brassage. On parle de brassage. Alors ça brasse ici, mais qu'est-ce qui est brassé ? Alors le brassage, c'est le travail des bras. C'est donc ces frais liés à l'ouvrage, au travail de fabrication de la monnaie, et donc il faut rémunérer ces ouvriers et monnayeurs qui frappent monnaie, et aussi l'entrepreneur qui gère la fabrication et qui s'assure de la qualité et de la continuité du service pour approvisionner en monnaie et que les émissions se succèdent, que quand vous apportez, comme vous le disiez, votre stock d'argent et d'or, eh bien, vous le rendez dans un délai de 15 jours maximum pour que vous en soyez payé et que vous puissiez faire vos affaires avec cela. Donc, ça coûte de l'argent, effectivement. On l'oublie souvent de fabriquer des pièces de monnaie. Mais qui paye ? En fait, c'est le roi qui paye. Il y a une partie de son stock d'or qui va disparaître pour payer tous ces gens-là, pour le brassage ? Alors, il y a en effet un prélèvement parce que le métal que vous avez apporté, je vous l'aurai acheté à un certain prix, et avec ce métal, je frapperai davantage de pièces que le prix que je vous ai payé. La différence étant le brassage pour couvrir les frais de fabrication, qui sont de quelques pourcents, 5% peut-être de la valeur, pour les petites pièces, moins pour les grosses pièces ou les pièces d'or qui valent beaucoup plus chacune, mais il y restera peut-être un écart de prix, et cet écart de prix, c'est ce qu'on appelle le seigneuriage, qui lui revient à l'autorité émettrice, et c'est ce système de répartition des frais et des bénéfices de la fabrication monétaire qui change à l'époque de Philippe le Bel. Auparavant, l'entrepreneur en monnayage promettait au roi une redevance fixe, j'allais dire sur 200 000 pièces frappées, 2000 pièces, voilà. Alors qu'à partir de l'époque de Saint-Louis, c'est l'entrepreneur qui a une part fixe, c'est-à-dire qu'il s'engage à frapper tout le métal qu'on lui apportera en se réservant 1% pour lui. Mais si on a pu acheter du métal à plus bas prix, toute la différence va au bénéfice du roi. Et donc ce nouveau système d'exploitation des ateliers monétaires permet au roi d'avoir toute la part variable du bénéfice de la fabrication monétaire, et c'est aussi une occasion et une tentation d'augmenter ce bénéfice, et on va arriver, je pense, à la question des mutations monétaires. Oui, les mutations monétaires. Je fais juste une petite parenthèse, Marc Bompère. Vous utilisez ce mot de seigneuriage qui nous conduit tout de suite au temps de Philippe le Bel. Nous sommes à la fin du XIIIe, début XIVe siècle, mais il faut rappeler que ce mot-là existe toujours. C'est toujours un mot utilisé à la Banque de France. Voilà, et c'est un mot qui est, je crois, repris par les économistes aussi bien dans le monde anglo-saxon qu'en français. C'est un des rares mots économiques, et c'est donc à Philippe le Bel qu'on le doit, si je peux dire. Et d'autant plus qu'à l'époque, en revanche, le roi d'Angleterre ne prélevait pas de seigneuriage sur son monnayage. Donc,
En anglais, ça n'existait pas. Voilà, donc on a utilisé le mot français, mais les Anglais nous ont piqué, on leur a offert beaucoup de mots. Dites-nous, Julie Claus, dans ce moment-là où la monnaie est frappée, où il est question de brassage, de seigneuriage, quel est l'intérêt du roi? Que fait Philippe le Bel de particulier, qui d'ailleurs lui a valu ensuite l'accusation de faux monnayeur? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors, là, on en vient aux mutations monétaires, mais je pense que Marc Bompère est le plus compétent pour en parler ici. Mais effectivement, Philippe le Bel va se mettre à jouer sur les quantités de métal précieux qui sont présentes dans chacune des pièces qui sortent de ces ateliers, des ateliers monétaires, pour tirer le plus grand parti possible, en fait, de ces émissions monétaires et des nouvelles émissions monétaires. Donc, ça va être pour lui une source de financement d'un niveau jamais atteint jusque-là. Donc c'est pour ça qu'il a cette réputation de faux monnayeur. Mais je pense qu'il vaudrait mieux que Marc précise les choses. Oui, la mutation monétaire, c'est-à-dire qu'en 1295, le roi suspend la fabrication de ces deniers tournois et frappe une nouvelle monnaie qui s'appelle la monnaie royale. Et cette nouvelle pièce, qui contient moitié plus d'argent que le denier tournois, prend cours légal pour 2 deniers tournois. Si bien qu'il y a donc la différence entre 1,5 et 2, donc un quart de dévaluation, de prélèvement supplémentaire sur la monnaie, et ce qui crée donc un bénéfice de 25% sur toute fabrication monétaire, dans la mesure où le métal est encore acheté au prix antérieur. Et voilà, arrive l'accusation de faux monnayeur, alors que, à vous entendre, on comprend très bien que non, c'est un système qui par la suite d'ailleurs est très très souvent utilisé. On écoute Jean Favier. L'image commune, c'est que Philippe le Bel a fait de la fausse monnaie, et je suis parti en guerre contre cette image, car pour faire de la fausse monnaie, Philippe le Bel aurait dû fabriquer de faux florins de Florence ou de fausses pièces génoises. Il n'a fabriqué que des pièces à l'effigie du roi de France, et la fausse monnaie résulte tout bonnement d'une mauvaise interprétation d'une phrase de Dante qui n'a jamais dit que Philippe le Bel était un faux monnayeur. En revanche, c'est la première fois qu'un roi de France, et le roi de France est le premier roi, à se trouver en face du problème du bimétallisme. Au début du règne, et jusque dans les années 1300-1302, on peut dire que le monnayage rapporte, et que le monnayage est une des sources domaniales du revenu royal. Et à partir de la grande crise des années 1302, 3, 5, la situation est presque inverse. La monnaie est au plus bas, on manque de moyens de paiement, on n'a pas d'argent pour frapper, et on en viendra bientôt à ce bimétallisme monnaie d'or, monnaie noire, qui évacue complètement la monnaie blanche, c'est-à-dire la monnaie intermédiaire. Et dans le même temps, le roi a des besoins financiers bien plus grands qu'avant en raison de la situation militaire et politique. Et cette fois, la monnaie apparaît non plus comme un adjuvant financier, mais comme un moyen de marchandage dans la négociation avec les contribuables. Donnez-moi telle monnaie, je vous ferai tels impôts, donnez-moi tels impôts, je vous ferai telle monnaie. Nous étions en 1979, l'historien Jean Favier sur France Culture. Marc Bompère, vous êtes d'accord? Donc Philippe le Bel n'est pas un faux monnayeur. Voilà, et comme le redit bien Jean Favier, les accusations qui ont été portées contre lui, notamment par Dante, c'est du roi falsifiant la monnaie. Alors, falsifier, ça n'est pas être faux monnayeur. Et si on regarde bien le vocabulaire employé à l'époque dans les différents textes, s'il s'agit de falsifier, c'est-à-dire c'est ajouter une partie de métal non noble. C'est comme ça, c'est ce que signifie le terme de falsifier. C'est-à-dire que sa monnaie, de Philippe le Bel, contient en effet moins d'argent que la monnaie antérieure pour une même valeur d'un denier tournois. Donc voilà l'accusation de Dante qui correspond à la réalité des expressions de l'époque, mais ça n'est pas du faux monnayage, assurément. Qu'est-ce qui se passe au temps de Philippe le Bel, Julie Claus, qui peut expliquer qu'il y a un tel besoin d'argent? On a évoqué une dette héritée des croisades de son père, et puis il y a aussi peut-être une volonté d'asseoir le pouvoir royal, de calmer ceux qui veulent frapper monnaie sans le contrôle royal. C'est aussi cela, c'est pas simplement régler la dette, c'est aussi une marque de pouvoir, la monnaie.
C'est aussi une marque de pouvoir, ça c'est sûr, et ça c'est quelque chose qu'on rencontre dans beaucoup de politiques monétaires à travers les siècles anciens. C'est-à-dire que la monnaie est un véhicule très concret, très matériel, très diffus de l'image d'un pouvoir, de celui qui est capable de l'émettre. Mais par ailleurs, il faut aussi pour Philippe le Bel, il a quand même de façon très récurrente des problèmes de financement à régler. C'est-à-dire que les revenus du domaine sont notoirement insuffisants pour régler toutes ses ambitions, pour lui permettre de payer les conséquences financières de ses ambitions politiques, de ses ambitions militaires. Il y a l'affaire de Guyenne d'abord dans les années 1290, il y a les affaires de Flandre qui sont vraiment récurrentes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le comte de Flandre prend nettement le parti du roi d'Angleterre, il y a toute une série d'opérations militaires qui sont nécessaires parce que les Flamands ne se laissent pas facilement convaincre d'obéir, de rentrer dans l'obéissance au roi de France. Donc ça traverse, ça va bien au-delà des années 1290, ça traverse toutes les premières années du XIVe siècle. Et la répétition de ces expéditions militaires justifie la demande, les exigences de prélèvement, les besoins financiers. Et pour régler ces besoins financiers, il y a effectivement les expédients monétaires qui sont utilisés. Comment tirer parti de la fabrication concrète des pièces pour tenter, à partir de là, de trouver une partie des solutions financières. Et puis, il y en a bien d'autres. Il y a la fiscalité, il y a d'autres types de prélèvements. Mais la monnaie sert aussi très concrètement à ça. Et les mutations monétaires qui permettent en abaissant la quantité de métal précieux dans chaque pièce qui reste facialement toujours à un denier, ça permet effectivement très rapidement en fait de dégager des moyens de financement quand il s'agit de payer des armes, des troupes, etc. Marc Bompère. Oui, c'est là que l'extrait lu de tout à l'heure du traité des monnaies de Nicolas Oresme trouve toute sa place, puisque l'alternative entre lever des impôts et émettre une monnaie affaiblie présente un certain nombre d'avantages, puisque quand le roi engage une campagne, il convoque des délégués des villes pour leur faire accepter un impôt ou des prélèvements, et le temps que ces délégués reviennent chez eux, qu'on institue des collecteurs, etc., eh bien le moment d'entrer en campagne est déjà arrivé, donc ça fait tous ces problèmes de trésorerie, puisque la dette, c'est encore à très court échéance et beaucoup de la trésorerie pour financer les campagnes, alors que faire une mutation monétaire, eh bien tout le métal qui est dans les ateliers monétaires et qui y arrive, 15 jours après, est transformé en nouvelles pièces avec le bénéfice prélevé par le roi immédiatement. Donc on comprend que dans cette alternative mutation monétaire et impôt, la tentation de recourir à la mutation monétaire soit assez fréquemment d'actualité. Encore faut-il être bien conseillé. Le métal blanc s'en va par bateau entier. Que voulez-vous, l'argent est trop apprécié sur le marché d'Alexandrie. Qui est Étienne Barbette dans cette histoire-là ? Étienne Barbette, conseiller financier de Philippe le Bel. Marc Bompère ? C'est un assez proche du pouvoir royal, du conseil, et qui est un bourgeois de Paris qui s'occupait de la voirie notamment, et qui a été aussi grand propriétaire. Donc il avait un certain nombre de revenus de loyer, et ce qui a fait peut-être son malheur, puisque quand le roi renonce provisoirement à l'affaiblissement de la monnaie, quand il ramène la monnaie à l'état où elle était à l'époque de Saint-Louis, donc quand il divise par 3 les prix et les valeurs, la monnaie donc on revient à la monnaie forte, et il se trouve que l'ordonnance qui annonce ce changement n'a sans doute pas été bien anticipée par beaucoup d'habitants de Paris, qui voient d'un seul coup que pour payer leur loyer de 3 livres, eh bien ils vont devoir verser 3 fois plus d'argent qu'auparavant. Et donc il y a cette émeute de décembre 1306,
où c'est le roi lui-même doit se cacher au temple, où il est un petit peu assiégé par la population, qui finalement se retourne contre les deux résidences d'Étienne Barbette en allant les incendier et les détruire. Je ne sais pas si j'ai... Julie Claus, non mais je reprends juste le titre d'un de vos travaux dans les geôles du roi, l'emprisonnement pour dette à Paris à la fin du Moyen-Âge. Donc il faut rappeler que la dette, c'est pas quelque chose de marginal dans ces sociétés-là. Enfin, pour dette, on va en prison, ça se passe mal. Il n'y a pas que les dettes du roi, il y a aussi les dettes les dettes personnelles. Et effectivement, on a dit, la monétarisation est complète, la monétarisation des transactions est complète, très diffuse, et donc il y a un jeu de crédit et d'endettement permanent. Et on peut rappeler quand même que Philippe le Bel s'en est soucié, puisque c'est lui qui a créé cette procédure d'emprisonnement pour dette. Donc il est possible d'être jeté en prison si on ne paye pas, si tout un chacun ne paye pas ses dettes, et pour peu qu'il ait accepté a priori d'être soumis à une telle contrainte, il peut se retrouver en prison pour dette. Ça s'écrit en 1303, c'est une ordonnance de Philippe le Bel. Donc il est parfaitement au courant de ce que produit concrètement l'usage du crédit extrêmement diffus. Alors effectivement, ce qui s'est passé en 1306, c'est qu'il y a eu un renforcement monétaire. Alors pour l'instant, on n'a parlé que de mutation monétaire qui consiste pour le roi à diminuer la quantité de métal précieux dans chacune de ses pièces, etc. Mais ces mutations monétaires qui jouent à la baisse des monnaies pour pouvoir remplir les caisses royales, elles ont des effets sociaux assez différenciés, c'est-à-dire qu'elles sont quand même très intéressantes pour tous ceux elles peuvent être très intéressantes pour tous ceux qui ont des dettes ou qui ont des loyers à payer, dès lors qu'ils doivent payer dans une monnaie affaiblie les mêmes montants qu'auparavant, pour peu que les ordonnances d'application des ordonnances monétaires aillent dans ce sens. Pour eux, c'est plutôt intéressant. Et en revanche, ça pénalise ceux qui ont des rentrées fixes, de montants fixes, donc en particulier les seigneurs et l'Église qui ont des rentrées fixes en monnaie. Ils sont très affectés par les mutations monétaires et ils le font savoir, puisqu'ils sont quand même présents au Conseil royal. Et donc à la suite de toute une série de mutations monétaires, dès le début du XIVe siècle, il y a en particulier l'Église qui fait savoir au roi qu'il est temps d'arrêter et qu'il est temps de renforcer la monnaie et de revenir à la bonne monnaie du roi Saint-Louis. Donc c'est ce que finalement il décide en 1306, et cette décision qu'il a suspendue en fait depuis 4 ans, qui était flottante depuis 4 ans, elle a effectivement été imputée à son conseiller Étienne Barbette, qui est un bourgeois parisien parvenu jusqu'au Conseil royal, qui était voyer du roi à Paris et qui était un de ceux qui touchaient des revenus fixes. Mais enfin, il n'est pas le seul. Toute l'Église aussi était intéressée en particulier à ce renforcement monétaire. Et donc, c'est là où on retrouve aussi l'alternative entre impôt et monnaie. Si on renforce la monnaie, c'est aussi un moyen de négocier avec l'Église. On dit, je vais vous faire un renforcement monétaire, je vais renforcer la monnaie, mais alors concédez-moi une décime. Laissez-moi prélever sur vos biens d'Église, une décime. C'est ce qui s'est passé pendant toutes les années 1302, 1305, etc. Et donc en 1306, finalement, il concède un renforcement monétaire, mais avec beaucoup de maladresse, c'est moins qu'on puisse dire dans l'application, qui fait que dès lors que les ordonnances monétaires sont connues et les modalités d'application sont connues, et ça c'est connu, je crois, dès le mois d'octobre 1306, les habitants s'organisent en fait. Et le 30 décembre 1306, donc quand même plus de 2 mois après, on a une émeute dans Paris qui est une émeute manifestement massive. Les ateliers s'arrêtent. Effectivement, on va menacer le roi. Enfin, on essaye de parler au roi, mais le roi se sent menacé. On menace Étienne Barbette, un certain nombre de conseillers royaux. Alors évidemment, la répression va être très brutale, mais en même temps, ça va provoquer quelques effets, puisque sur la question de l'application de l'ordonnance de renforcement monétaire, il va y avoir effectivement des ajustements. Parce que, tout simplement, ça aboutissait à un triplement des loyers, un triplement des contrats, etc. Donc c'était intolérable pour une très grande partie de la population qui, elle, avait bénéficié d'une certaine façon des mutations monétaires antérieures qui allaient dans l'autre sens. L'argent disparaît, biche. Le métal blanc manque, sur le marché comme dans les ateliers monétaires du roi. Et je ne le sais que trop, Étienne Barbette. Le métal blanc s'en va par bateau entier. Que voulez-vous, l'argent est trop apprécié sur le marché d'Alexandrie. Et le roi ne contrôle pas les cargaisons qui partent de Montpellier pour l'Égypte.
Les spéculateurs sont gens avisés. Ils ne chargent pas à Aigues-Mortes dans le royaume, ils chargent à Montpellier, chez le roi de Majorque. Voilà comment l'argent de France nous fait défaut. Cherchez-le, il est en Orient. Nous achetons tant et tant de denrées précieuses en Orient. Bien sûr, de fidèles sujets du roi les paieraient en or. Ceux qui jouent avec la monnaie du roi paient en argent. C'est payé moins cher. On en sait qui achètent même de l'or. Outre-mer, ils le paient en argent. Tout cela pour avoir voulu imiter Firenze, Genova et Venezia, où l'on a frappé des monnaies d'or en premier. Mais il est une différence, Barbette, que les Français n'ont pas comprise. L'Italie a quelque chose à vendre en Orient, pas la France. C'est le pourquoi des crises que nous connaissons. La raison principale. Eh oui, il y a des émissions où on retrouve Étienne Barbette. C'était l'émission Question pour l'Histoire en 1998 sur France Inter avec Marc Gompère. On l'a bien compris, ces différents leviers, alors celui de la monnaie, celui de l'impôt, mais la question demeure de la quantité de métal. On l'entendait là dans cet extrait. On manque de métal blanc, donc c'est d'argent ici. Voilà. Alors, je pense que la pénurie d'argent n'est pas encore d'actualité à l'époque de Philippe le Bel. Elle le sera 30 ans plus tard. Et que même dans ces années 1303-1305, on frappe des quantités d'argent. Je pense qu'on peut évaluer à plus de 200 tonnes d'argent frappé. Et avec une tonne, on fait 3000 pièces de 1 denier ou 3000 gros tournois. Donc, c'est des valeurs énormes qui sont encore frappées. Alors, on n'a pas beaucoup d'indications pour les 2 années qui suivent, celle justement du retour à la bonne monnaie, où il est difficile sans doute de trouver de l'argent à bon prix. Et donc, mais ensuite, la crise du monnayage de l'argent se trouve peut-être en effet contrebalancée par un développement des émissions d'or. Et c'est bien cette question du bimétallisme. On le voit d'ailleurs dans la composition de la circulation monétaire. Les trésors princiers ou les trésors monétaires trouvés par les archéologues ou étudiés par les numismates, autant au début du règne de Philippe le Bel, il n'y a que de l'argent, autant à la fin, après 1305, en valeur, l'or représente une proportion importante des thésaurisations. Donc il y a vraiment de l'or en circulation. Qu'est-ce que je dirais si je prendrais un exemple, celui du duc de Bretagne, qui en 1303 avait dans son château 130 000 livres tournois, qui étaient notamment dans 337 sacs de 25 000 pièces. Donc il avait 8 millions de deniers, de pièces de 1 denier, et 500 000 pièces, 500 000 gros tournois, 1,5 million de pièces anglaises. Donc vous voyez, et il avait à quasiment pas d'or. Alors que à sa mort à Lyon, son petit nécessaire de voyage comprenait en valeur 70% de pièces d'or, à côté de 65 kilos de vaisselle d'argent. Donc il y avait aussi la partie du métal non monnayé, mais donc l'argent était encore abondant, mais en proportion comme réserve de valeur et comme support pour des grands échanges, l'or avait pris sa place. Ouais, pour faire un virement, fallait des sacrés muscles. Juste en un mot pour bien saisir, quand le roi décide de baisser le taux de métal dans ses pièces de monnaie, ce sont toutes les anciennes pièces qui sont refondues, refrappées, c'est comme ça que ça se passe ? Alors, en fait, non. Parce que il n'a jamais enlevé leur cours aux deniers tournois et parisis de Saint-Louis ou de Philippe Auguste, qui donc continue à être dans ces trésors du duc de Bretagne encore en 1303. Et il a créé de nouvelles monnaies. Et donc ce sont ces doubles, puis ces deniers qui, pour être mieux acceptés, auquel il a donné le nom et fait écrire dessus le nom de bourgeois. Donc pour montrer sa sensibilité aux besoins de l'économie et des villes et des bourgeois. Et ces pièces se sont rajoutées
aux monnaies antérieures sans qu'il y ait de refonte systématique. Avec donc ces deux leviers, l'impôt, la monnaie, mais pour Philippe le Bel, ça ne suffit pas, il cherche toujours de l'argent. L'an 1306, en 7 ans, furent les Juifs pris à partie. De cela je ne fais pas doute. Faux juifs qui ne voient goutte en notre loi chrétiennée furent pris à une journée droit le jour de la Madeleine. Mainte grande prison en fut pleine. Je dis, Seigneur, comment qu'il aille, que l'intention en fut bonne. Mais pire en est mainte personne qui est devenue usurier. Car juifs furent débonnaires, trop plus en faisant telles affaires que ne furent maintenant chrétiens. France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. La chronique rimée, parce qu'il en fait une par an, de Geoffroy de Paris. Donc c'est l'année 1306, lue par Jeanne Coppel. Pratique ça de faire une chronique par année avec que des rimes, mais ici il est question des Juifs. Julie Claustre, cette année-là, 1306, Philippe le Bel expulse tous les Juifs de son royaume. Est-ce que l'on peut y voir une volonté aussi de trouver un moyen pour régler sa dette ? Alors la question a été beaucoup discutée en fait par l'historiographie, mais ça semble être une partie de l'explication. Enfin, ce qui est sûr, c'est que, d'après la thèse de Céline Ballas qui remonte à 2008, la confiscation, puisque on arrête tous les Juifs en un seul jour, le jour de la Madeleine, là, comme le dit la chronique de Geoffroy de Paris, et puis on les conduit aux frontières du royaume et on confisque tous leurs biens. Leurs biens sont saisis et leurs biens vont être vendus et tous ces produits vont rester dans les caisses du roi, dans le trésor royal. Et on sait que les ventes ont continué, on commence en 1306, elles se sont poursuivies pendant plusieurs années. On a un certain nombre de documents, d'archives, parce qu'on a quand même beaucoup d'archives pour le règne de Philippe le Bel, avec énormément une très grosse bureaucratie qui est déjà à l'œuvre. Donc on peut compter les choses. Et d'après les calculs de Céline Ballas, ça aurait rapporté un peu plus de 22 000 livres tournois en moyenne par an, ce qui est pas mal, pas non plus par rapport aux masses que peuvent rapporter les revenus normaux ordinaires du domaine, c'est pas non plus considérable. Mais enfin, le volet financier peut être considéré comme un succès pour le roi de France, et ça a dû entrer sans doute dans l'équation du roi de France. Après, il y a aussi pour ce qui est même si on sait mal en fait comment il a justifié cette arrestation, cette expulsion. C'est des textes plus tardifs finalement qui reconstruisent des explications dont on n'est pas sûr qu'elles étaient celles qui avaient été publicisées en 1306. C'est l'usure, c'est les péchés des Juifs, etc. Il est probable que ce soit aussi pour lui un moyen de peut-être d'accroître sa popularité au moment même où il prend des mesures monétaires particulièrement impopulaires. Alors on a dit aussi que donc on est en 1306 et les décisions sont prises pratiquement dans les mêmes journées en juin 1306. Donc décision de renforcement monétaire et décision d'expulser les Juifs du royaume. Le roi France n'est pas le premier à le faire, c'est le roi d'Angleterre qui avait montré l'exemple antérieurement. Mais on a dit aussi qu'effectivement, il y avait une coïncidence qui peut-être avait pu jouer marginalement dans l'équation des conseillers royaux, c'est-à-dire que confisquer les biens des Juifs au moment où on va concevoir un renforcement monétaire, ça pourrait, de façon marginale, accroître les profits de la confiscation. Mais en réalité, il y a des ventes qui ont eu lieu avant que le renforcement monétaire n'entre en vigueur, donc c'est pas non plus une explication totalement convaincante. Mais ça fait partie, sans doute, des expédients qui ont été conçus, sachant que ces confiscations de biens avec revente au profit du Trésor royal, elles ont été réalisées aussi sur des Lombards qui, eux, n'ont pas été expulsés pour autant. Mais dès les années 1290, on a confisqué des biens sur les Lombards au bénéfice du Trésor royal. Donc on sait malgré tout que ça procure des bénéfices. Bon, puis les Juifs vont être ensuite, comme on dit, rappelés dans le royaume, c'est-à-dire autorisés à revenir. Et cela pourra permettre ensuite de nouvelles confiscations. Donc c'est un jeu de captionnes récurrente qui permet finalement en s'attaquant sur certaines communautés fragilisées dans le royaume, de faire entrer ponctuellement de l'argent dans les caisses. Les Juifs ou les Lombards, oui. Oui, et
tout ça dans le contexte où après, en 1305, c'est la paix avec les Flamands, la paix d'Athis, et donc à partir de ce moment-là, le roi n'a plus de justification de guerre pour lever des impôts, alors que l'impôt qu'il avait levé l'année précédente, en 1304, avait été d'un rapport considérable de l'ordre de 700 000 livres. Et donc là, il faut vraiment chercher un peu toutes sortes de moyens pour remplir les caisses et assurer les paiements. Donc même si ça n'est pas d'un rapport immédiat, c'est 20 000 livres, c'est toujours bon à prendre. Et en revanche, ça n'est pas non plus la première fois, au cours du règne ou même dès l'époque de Saint-Louis, la pression mise sur les Juifs d'un point de vue financier et sur les Lombards également sont des classiques de la politique. Alors pas seulement financière, mais parce que pour Saint-Louis, c'était aussi d'un autre ordre, de la monarchie française et des monarchies européennes. On a vu le cas de l'Angleterre également. Oui, puis on voit bien cette politique de l'image aussi au moment où les impôts peuvent augmenter, où la monnaie est dévaluée, pour utiliser des mots assez contemporains. Voilà, on s'en prend à ces boucs émissaires. Et puis, dans le règne de Philippe le Bel, il y a un moment qui demeure très prégnant dans les esprits. Ça commence par une malédiction. Pape Clément, chevalier Guillaume de Nogaret, roi Philippe, avant 1 an, je vous cite à comparaître au tribunal de Dieu. Maudits, vous serez tous maudits, jusqu'à la 13e génération. Horace! Ça pue vraiment trop. Eh bien, mon frère, vous voilà content, je pense. Non, mon frère, je ne le suis point, j'ai commis une erreur. Vraiment, vous en convenez. J'aurais dû leur faire arracher la langue avant de les brûler. Et oui, ainsi sans langue, il n'y a pas de malédiction, la malédiction de Jacques de Molay. C'est dans les films Le Roi Maudit, avec 1307, ce procès des Templiers, tant et tant commenté. Peut-on dire que le procès des Templiers, c'est aussi un moyen pour Philippe le Bel de régler sa dette, au sens où il récupère le trésor peut-être fantasmé des Templiers. Alors, dites-nous. Alors, il faut être aussi assez nuancé à ce sujet, c'est-à-dire qu'effectivement, donc en 1307, c'est l'arrestation des Templiers, sachant que le bûcher des dignitaires de l'ordre, donc Jacques de Molay, cette scène qu'on a entendue là, c'est 1314, hein, donc il y a 7 années entre les deux moments, pas loin de 7 années entre les deux moments, et en 1307, effectivement, le roi fait arrêter tous les Templiers du royaume et confisquer leurs biens. Donc leurs biens sont mis sous séquestre, les biens du royaume, situés dans le royaume, sont mis sous séquestre. Et donc ça veut dire que pendant tout un laps de temps, pendant que l'enquête, que le procès est lancé, il les fait arrêter sous les prétextes, on va pas dire les plus farfelus, mais quasiment. Il s'agit de rumeurs qui accusent les Templiers alors il y a un peu d'hérésie, un peu de sodomie, de pratiques tout à fait scandaleuses. Et donc, sous prétexte de mettre au clair ces rumeurs et qui font scandale dans le royaume, peut-être que Philippe le Bel était véritablement scandalisé. Tous les Templiers, qui quand même étaient extrêmement nombreux dans le royaume, sont arrêtés et tous leurs biens sont placés sous séquestre. Et ils vont être gardés comme ça par le roi de France, placés entre ses mains, jusqu'à ce que le pape supprime l'ordre des Templiers, ce qu'il va faire assez tardivement en 1312, au cours d'un concile, et qu'il transfère les biens du temple à l'ordre de l'hôpital Saint-Jean de Jérusalem. Donc ça veut dire que les biens du temple, ils ne sont pas restés dans les caisses du roi. Hein. La fortune du temple, plus ou moins fantasmée, n'est pas restée dans les caisses du roi. Mais il y a eu plusieurs années où les biens français, entre guillemets, du temple, sont restés sous la gestion de gens qui étaient au service des rois, ce qui voulait dire, il ne faut pas l'oublier, un certain nombre de coûts quand même, parce qu'il faut entretenir les forteresses, les commanderies, etc. Il faut payer une partie du personnel. Et puis, en revanche, les revenus entraient dans les caisses du roi. Mais donc ça va occasionner, au moment du transfert des biens du temple à l'hôpital, toute une série de transactions pour régulariser. Le roi de France va vouloir se faire rembourser un certain nombre de frais, etc.
etc. Bon, moyennant quoi, il y a bien quelque chose comme une opération financière profitable qui a dû être réalisée entre 1307 et 1312. Cela dit, est-ce que c'était le but principal de l'opération ? En tout cas, certainement pas le but unique. Il faut bien voir qu'avec Philippe le Bel, comme souvent, on a en arrière-plan des enjeux de souveraineté extrêmement forts. Et les Templiers, le problème qu'ils posent à Philippe le Bel, pas seulement à Philippe le Bel, à d'autres souverains européens aussi, c'est qu'ils sont placés directement sous l'autorité du pape, puisqu'ils ont la garde des lieux saints en principe. Ils sont placés sous l'autorité du pape, et c'est aussi c'est l'autorité sur ces religieux particuliers qui en plus sont des chevaliers, ont un mode de vie un peu particulier, il y a un enjeu de souveraineté là-dessus. De même qu'il y a un enjeu de souveraineté sur les clercs du royaume. Qui a l'autorité fiscale sur les clercs du royaume ou l'autorité judiciaire sur les clercs du royaume ? Il y a aussi un enjeu de souveraineté sur les Templiers entre le pape et le roi. Voilà. Hein, donc l'enjeu financier existe, mais il n'est pas le seul. Oui, une nuance à apporter. Hein. Voilà. Oui, sur le plan financier, on peut dire que c'est une petite opération de trésorerie pour passer un cap, peut-être pour la monarchie, mais que ça n'est certainement, vraisemblablement pas une motivation centrale, puisque là, il n'était pas question, je ne pense pas que le Conseil royal ait jamais imaginé de vendre les biens des Templiers comme les biens des Juifs ou autres. Et on est plutôt quand même dans aussi une continuité du grand conflit qu'il y a eu entre Philippe le Bel et la papauté. Et donc ces accusations d'hérésie vont dans ce sens-là, et pour discréditer un ordre lié au pape et donc maintenir une pression même sur un pape aussi favorable que Clément V, qui avait accepté que pour de la bonne monnaie, on fasse une décime, donc alors que normalement c'est pour la croisade, ce qui est quand même une corruption de la... Oui, mais alors, si même le pape s'y met, on n'en est pas sorti. Le pauvre Philippe le Bel, qui a cette réputation de faux monnayeur par Dante, c'est pas rien. Et puis cette malédiction, on l'a dit, les rois maudits. Merci de nous avoir éclairés l'un et l'autre. Sera Philippe le Bel. Voilà, une bien belle émission. C'était le cours de l'histoire sur France Culture. Émission réalisée par Thomas Beau, aujourd'hui à la technique d'Alia. Émission préparée par Jeanne Copet, Jeanne Delecroix, Raphaël Laloum, Chloé Rouillon et Maïwen Guiziou. À écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.